Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le lundi 14 avril. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission, Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Content de vous retrouver en cette semaine qui sera encore une fois une grosse semaine d'actualité, entre autres sur le plan de la campagne électorale, parce qu'on entame cette semaine avec les débats qui auront lieu mercredi et jeudi, débat en français, débat en anglais. Donc souvent, ou en tout cas ça arrive que ce débat devienne déterminant dans une campagne électorale, puisse changer le cours de la campagne électorale. Les deux chefs du Parti libéral et du Parti conservateur ont eu peut-être un avant-goût du genre de questions auxquelles ils vont devoir faire face. Ils étaient de passage hier à l'émission. Tout le monde en parle. Vincent Maisonneuve est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Vous avez surveillé ça, écouté ça et vous allez nous résumer ça. Donc c'était Pierre Poilievre et Mark Carney qui répondaient aux questions de l'animateur Guy Lepage hier. Oui, qui étaient invités tous les deux en tout début d'émission, qui ont répondu tour à tour aux questions de l'animateur. Une occasion de mesurer là, l'aisance des deux chefs par rapport aux Français, bien sûr, aussi la culture québécoise, la culture francophone. Je vous résume, j'ai sorti quelques extraits pour vous que je vais vous présenter dans quelques minutes. Parfait. On va peut-être voir justement les chefs un peu moins actifs dans les prochains jours au fur et à mesure que les débats vont approcher. Sinon, c'est encore une fois pour bien des parents peut-être un peu plus compliqué ce matin étant donné ces grèves dans le secteur des CPE, les CPE affiliés à la CSN qui sont en grève en ce début de semaine. Et il y a des parents qui commencent à être impatients, qui interpellent le gouvernement. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous en parler un peu plus tard. Pour l'instant, parlons de sport. Finalement, Rory McIlroy remporte le tournoi des maîtres. Le grand chelem est acquis. Olivier Pellerin est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. On comprend qu'on parle de golf. Rory McIlroy qui a enfin décroché son premier veston vert au tournoi des maîtres. Il était attendu, ce veston vert. C'était le dernier des 4 tournois majeurs qui lui manquaient dans une journée complètement folle pour les amateurs de golf qui se sont scotchés à leur télé. Ils sont demeurés collés à leur télé plus longtemps que prévu dans une ronde vraiment là, avec plusieurs rebondissements. Rory McIlroy s'est battu jusqu'à la toute fin. Il a eu à un certain moment 4 coups d'avance dans cette ronde finale avant de bousiller tout ça avec entre autres une balle à l'eau. Une fin de parcours difficile aussi. Au 18e trou, il avait un coup d'avance. Il pouvait simplement jouer la normale et donc décrocher le titre. Et non, il a frappé sa balle 2 fois dans des trappes, dans des fosses de sable pour aller jouer le bogey et forcer la prolongation. Une prolongation qui a été disputée contre Justin Rose qui, lui, attendait bien patiemment dans le champ de pratique. Et il n'aura fallu qu'un trou de prolongation donc pour permettre à Rory McIlroy de décrocher ce fameux veston vert. Il devient donc le 6e golfeur de l'histoire à réaliser ce qu'on appelle le Grand Chelem, donc de remporter un titre pour les 4 tournois majeurs là, de la saison sur le circuit de la PGA. Ça faisait 11 ans qu'il n'en avait pas remporté un. Wow. Il lui manquait celui-là, le veston vert, et hier, il l'a décroché. Lorsqu'il a fait le tout dernier coup roulé, on l'a vu se jeter au sol, sur les genoux, crier, pleurer, enlacer sa conjointe et son enfant tellement il était émotif. Et en conférence de presse, il a débuté d'une très drôle de façon cette conférence de presse. On l'écoute. I'd like to start this press conference with a question myself. What are we all going to talk about next year? Donc, à chaque année, depuis 11 ans, on lui demandait, est-ce que ce sera ton année? Est-ce que tu remporteras ce veston vert? Ben voilà, cette question devrait être envoyée aux oubliettes pour les journalistes. On devra trouver d'autres questions parce que maintenant, il a son veston vert, Rory McIlroy. Maintenant, parlons de hockey. On sait que c'est ce championnat mondial, cette série en tout cas, qui est disputée au hockey féminin. Et là, il y avait un premier duel entre
les Canadiennes et les Américaines. C'est souvent ce qu'on surveille le plus dans ce Oui. type de tournoi, d'événement. C'est peut-être le match le plus significatif. Oui, c'est ça. Et les Canadiennes ont perdu leur premier match face aux Américaines. Exactement. Une défaite de 2-1 des Canadiennes face aux Américaines. Les deux Américaines qui ont marqué, c'est Lee Steckline et Megan Keller. Du côté du Canada, c'est Laura Stacey qui a trouvé le fond du filet. Effectivement, c'est une sorte de prélude à cette finale. On est toujours en préparation. On veut voir face aux Américaines ce qu'on sera capable de faire. La bonne nouvelle, c'est que c'est un match très serré, comme c'est souvent le cas entre les deux équipes. Un but a divisé les deux équipes, mais quand même, donc ce premier match échappé pour le Canada. Ça se poursuivra, cette ronde finale. Et puis, on a simplement qu'à se dire, c'est un rendez-vous pour la finale entre les deux équipes, probablement comme ça a été le cas au cours des dernières années. Et puis, bon, le Canadien, finalement, n'a pas réussi à confirmer sa place dans les séries éliminatoires. Non. Ça pourrait se faire ce soir? Ça pourrait se faire ce soir. Le Canadien de Montréal qui est de retour sur la patinoire face aux Blackhawks de Chicago. Match qui aura lieu donc au Centre Bell. Les deux derniers matchs de la saison, d'ailleurs, seront à la maison pour le Canadien de Montréal. Le Canadien qui a besoin d'un petit point pour confirmer sa place, pour rassurer sa place en séries éliminatoires. Surtout que hier, les Blue Jackets de Columbus jouaient contre les Capitals. Ils ont remporté ce match 4-1. Ils sont toujours en vie. Ils doivent être parfaits. S'ils avaient perdu le match, le Canadien aurait été confirmé en série, mais non, ils refusent de mourir, ces Blue Jackets, avec cette saison extraordinaire. Après cette épreuve de début de saison, le décès de Johnny Gaudreau, ils s'accrochent. Et donc, on verra ça ce soir. Et probablement aussi Ivan Demidov. Ah oui, il commencerait ce soir? Les premiers coups de patin, on verra ça ce soir. On attendra la confirmation. Il y a bien des partisans qui seraient heureux de ça aujourd'hui. Plusieurs chandails qui sont déjà achetés. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, on commence la semaine avec du soleil, du temps doux, agréable. Une journée à l'image de celle d'hier. C'était merveilleux hier. Vraiment, le soleil est sorti, la douceur s'est infiltrée. Alors, 14 à 16 degrés aujourd'hui. Très belle journée là, sur tout le sud de la province. Ennuagement, oui, mais tard. Fin de journée, début de soirée, puis on aura des averses au cours de la nuit prochaine. Bon, évidemment, ça ne durera pas sur cette lancée toute la semaine. On commence ça dans la grande douceur, mais avec le système qui arrive à partir de ce soir, ça nous donnera des averses pour la journée de demain mardi. Alors, des températures plus près de la barre du 10 degrés, ça va devenir un petit peu plus venteux et on a un petit coup de froid en milieu de semaine. Là. Mercredi, on sera limite pluie, neige fondante le matin, tout près de zéro. Et en journée, 5 à 7 degrés. Par la suite, ça va remonter tranquillement. Longue fin de semaine à venir. Dimanche et lundi seraient les meilleures journées dans cette fin de semaine-là. Mais des températures de saison ou un petit peu plus. 11, c'est rendu la normale pour cette période-ci de l'année. Donc, on ira lentement vers un week-end saisonnier après le coup de froid de mercredi. D'ici là, on parlait de précipitations ce soir sur le sud du Québec. Ça commencera dès cet après-midi du côté de l'Abitibi. 5 à 10 mm, autour de 8, c'est le maximum aujourd'hui. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on profite d'une belle journée. 7-8 degrés. Les précipitations commencent cette nuit ou tôt demain matin. En Gaspésie, on a eu de la neige en fin de semaine, mais là, ça se poursuit ce matin. 2 à 4 cm, c'est de la neige très mouillée cependant. Ça va cesser graduellement aujourd'hui. C'est venteux. Se dégager ce soir, il fera beau demain et on sera rattrapé par l'autre système à partir de mardi soir. Sur la Côte-Nord, ça devient variable aujourd'hui. Ça le reste demain. Les températures varient entre 4 et 6 degrés. En Ontario, c'est commencé les précipitations sur la portion nord et centre. Mélange pluie-neige vers Thunder Bay. Sudbury, c'est surtout de la pluie. Venteux. Vers Ottawa, vers Toronto et Windsor, on a des nuages, des éclaircies. Les averses seront présentes surtout cet après-midi. Quand même très venteux aussi. On profite d'une belle journée à Ottawa. Ça s'ennuage en fin de journée. La pluie commencera cette nuit seulement. Pour ce qui est de l'Ouest canadien, très tranquille, je dirais. Variable à Vancouver, 13 à 18 degrés. Très belle semaine printanière en vue. Edmonton, Calgary, c'est du 16 degrés sous le soleil. La dizaine vers le sud de la Saskatchewan. Un petit peu plus maussade, sud du Manitoba aujourd'hui, avec des conditions venteuses plutôt nuageuses. 6, il fera un petit peu plus beau demain. Mais dans l'ensemble, le printemps là, est bien installé dans les prairies pour ce qui est des prochains jours au thermomètre. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Oui, ça pourrait être une semaine déterminante dans la campagne électorale. Ça pourrait changer les choses, ces deux débats à venir. C'est arrivé dans le passé que ça change les choses ou que ça consolide des appuis. Hier, il y avait peut-être un premier test pour les chefs. Évidemment, c'était pas une formule de débat où les candidats s'affrontaient, mais c'était une entrevue en français à heure de très grande écoute à l'émission Tout le monde en parle, une émission qui est très
très suivi. Mark Carney et Pierre Poilievre étaient donc sur le plateau, tout le monde en parle hier. On a pu en fait qualifier leur présence de test important pour les deux candidats, étant donné quand même une entrevue de plusieurs minutes en français. Oui, et le ton est plus décontracté, mais il peut toujours avoir des pièges dans ce genre d'entrevue-là. Le premier à répondre aux questions de l'animateur Guillaume Lepage, c'était Pierre Poilievre. J'ai retenu l'extrait où le chef conservateur a expliqué qu'est-ce qui le distinguait de Donald Trump. Pierre Poilievre n'a pas dit en quoi son style est différent de celui du président américain. Le chef conservateur a plutôt souligné qu'il était d'origine modeste, contrairement au président américain. J'ai une histoire complètement différente. Lui, il vient d'une origine très riche, famille millionnaire. Moi, je suis né d'une mère monoparentale avec 2 enseignants comme parents qui me donnaient une origine modeste. Mais cette origine me donne la capacité de comprendre l'être humain. Il a été question du style du chef conservateur, de l'image que projette Pierre Poilievre durant cette campagne, qui est différente que celle qu'il nous a présentée en tant que chef de l'opposition. Oui, l'animateur a demandé qui est le vrai Pierre Poilievre, le leader abrasif, belliqueux, même baveux, là, je cite les termes utilisés par Guillaume Lepage, ou le leader souriant et posé que l'on voit depuis le début de la campagne électorale. J'ai parlé à Lucien Bouchard à cet égard, et il a dit... Pierre, tu viens des origines modestes. Tu avais besoin de te battre pour tout ce que vous avez. Donc, tu es un batailleur. Et quand tu rencontres des gens qui sont en souffrance, ça frustre de voir des décisions des politiciens qui ont causé ce malheur. Et des fois, ça peut montrer une apparence d'agressivité. Maintenant, j'étais le chef de l'opposition. Maintenant, je prépare pour être premier ministre du Canada. C'est le temps de présenter de l'espoir. Pierre Poilievre, donc chef du Parti conservateur à l'émission Tout le monde en parle hier. Il a été suivi de Mark Carney et qui a notamment été questionné sur ce qu'il distingue de son prédécesseur Justin Trudeau. Mark Carney a dit qu'il partage les valeurs d'égalité, de solidarité, de réconciliation, mais que la grande différence entre lui et Justin Trudeau, c'est l'intérêt qu'il a pour l'économie. Moi, je mets l'accent sur l'économie. Je mets l'accent sur l'économie. Je mets l'accent sur gérer cette crise et de bâtir une économie. Et M. Trudeau, il est moins, il faut dire, il est moins intéressé à ça. Un dernier extrait, Mathieu, quand Guillaume Lepage a souligné que Mark Carney semblait beaucoup plus aimer son rôle de premier ministre que celui de candidat aux élections. Le chef libéral a admis tout bonnement qu'il trouve plus facile le rôle de chef de gouvernement que celui d'un chef de campagne électorale. Dans un sens, c'est plus facile. Hein? C'est plus facile dans une crise, parce que j'ai beaucoup d'expérience avec des crises et dans une crise, il faut agir. Il faut prendre des grandes décisions, il faut avoir de l'audace. D'être candidat, c'est différent. On fait des discours, on serre des mains, on regarde des vaches dans et on fait d'autres choses. Mais oui, dans un sens, c'est plus facile, mais c'est absolument nécessaire d'être candidat. Il faut avoir la confiance des gens. Donc, prochain rendez-vous important pour les chefs, mercredi le 16, lors du débat en français qui sera suivi le lendemain du débat en anglais. Merci Vincent. Au revoir. Bonne journée. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse à cette heure-ci. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour Mathieu. Allô, je vous entends, ça va mieux comme ça. Des déchets dangereux américains qui sont envoyés chaque année à une vingtaine d'entreprises du Québec. Ce qui fait de la province le plus gros récipiendaire au monde par habitant de déchets dangereux américains. C'est la une ce matin du Journal de Montréal. Au total, 17 sites à travers la province figurent dans le registre de l'Agence de protection de l'environnement américaine que le bureau d'enquête du Journal de Montréal a épluché. La plupart de ces sites sont situés proches de zones densément peuplées autour de Montréal, dont les plus importants, Stablex qui enfouit des déchets à Blainville et Terrapure qui recycle des batteries au plomb à Sainte-Catherine. Au total, entre 2018 et 2022, selon le journal, donc en l'espace de 4 ans, les compagnies américaines ont exporté ici l'équivalent de 86 kilos de déchets dangereux par Québécois, selon les données consultées par le journal. D'ailleurs, dans la presse ce matin, vous lirez le texte de Mélanie Marquis qui nous apprend que Donald Trump a actuellement un œil sur le fleuve
fleuve Columbia, un long d'environ 2000 km, cours d'eau qui prend sa source dans les Rocheuses canadiennes. Il serpente le sud-est du territoire britanno-colombien avant de traverser la frontière et de sillonner les terres des États de Washington et de l'Oregon. Or, ce que dit Mélanie Marquis ce matin dans la presse, c'est que le président Trump tente de faire main basse sur l'eau de ce grand fleuve, par exemple en pompant l'eau dans des pipelines, un plan réalisable mais onéreux selon des experts consultés par la presse. Le Canada devrait mettre en place une stratégie nationale de drones à usage militaire. C'est ce que disent des experts consultés par le journal Le Devoir. Les experts avec lesquels le Devoir s'est entretenu, qu'ils soient issus de l'industrie de la défense, de la recherche ou des relations internationales, s'entendent pour dire que les forces armées canadiennes devraient mettre en place une stratégie nationale de drones à usage militaire parce que l'armée est à la traîne dans ce domaine. C'est notamment le constat de Philippe Lagacé, professeur agrégé à l'Université Carleton ici à Ottawa, spécialiste des questions de défense. Selon lui, la guerre en Ukraine a transformé la façon dont les drones sont utilisés sur les champs de bataille. Au niveau international, on voit une multiplication du nombre d'applications différentes de drones, que ce soit pour qu'ils soient lancés à partir de bateaux pour venir en soutien à des troupes au sol ou pour un tas de situations différentes, mentionne le président de l'Institut canadien des affaires mondiales, David Perry, en entrevue au Devoir. On peut aussi penser, Mathieu, à la surveillance de la frontière. Et d'ailleurs, parlant de la frontière, ce matin, à la une du Globe and Mail, on nous dit que les États-Unis vont détenir les demandeurs d'asile qui sont refoulés par le Canada. Dans une déclaration transmise au Globe, un porte-parole du service des douanes et de la protection des frontières aux États-Unis confirme que l'organisation avait désormais pour politique de placer en détention les demandeurs d'asile et les migrants qui sont refoulés depuis le Canada et de les transférer dans un centre d'immigration en vue de leur expulsion du pays, une mesure qui fait suite aux nombreux changements en matière d'immigration annoncés par l'administration du président américain Donald Trump. En une de la presse de ce matin, on nous raconte l'histoire d'un patient qui est mort en 2003 à l'Institut Philippe Pinel. Oui, article à lire justement à la une du quotidien montréalais. L'homme de 38 ans atteint de schizophrénie, Mark Miller, s'est éteint à l'Institut Philippe Pinel de Montréal en 2023. Il avait été admis 4 ans plus tôt, en 2019, et les professionnels qui le suivaient à l'époque avaient dit à la famille qu'il n'arrivait plus à le contenir, à le maîtriser, qu'il avait besoin d'un endroit avec une expertise plus poussée à cause de la gravité de ses symptômes. Il était considéré par Pinel comme un patient imprévisible, impulsif, agressif. Il vivait confiné dans sa chambre. Il n'en sortait qu'une heure à la fois pour aller à la salle commune. Une situation dénoncée notamment par la sœur du défunt ce matin dans la presse. Elle dit « J'étais désespérée. Je voulais que mon frère respire l'air frais. » Et selon la coroner qui a enquêté sur le décès, c'est probablement une interaction entre les nombreux médicaments qui lui étaient prescrits qui l'a tué. Dans la presse, vous lirez notamment la réaction de l'Institut Philippe Pinel, voilà, qui n'a pas voulu commenter le cas précis de Mark Miller, mais qui dit que l'isolement, que la contention sont des mesures exceptionnelles, des mesures de dernier recours. Et puis enfin, on a un portrait en fait du nouveau ministre québécois de la cybersécurité. C'est signé Véronique Prince sur notre site ce matin. Oui, le nouveau ministre de la cybersécurité, Gilles Bélanger, qui a été nommé en catastrophe il y a un mois pour remplacer à pied levé le ministre des Missionnaires, Éric Kerr, dit avoir mentionné au premier ministre François Legault son souhait d'obtenir une plus grande marge de manœuvre pour éviter d'autres fiascos comme celui de sa clique. Je vais brusquer, sans être Elon Musk. C'est le titre ce matin de l'article de Véronique Prince. Donc, le nouveau ministre qui a accordé l'entrevue la semaine dernière avant que l'Autorité des marchés publics n'ordonne à la SAAQ de suspendre des contrats. Aussi dans le Journal de Montréal, ce matin, vous lirez le texte de Nicolas Lachance qui nous apprend que l'important projet d'identité numérique qui devait être prêt pour mars 2025 a été suspendu par le gouvernement Legault malgré les 22 millions de dollars déjà dépensés et les promesses répétées d'Éric Kerr. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. À demain.
Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va parler aujourd'hui de ces 400 travailleurs des centres de la petite enfance du Québec affiliés à la CSN. En fait, il y a 400 centres et il y a 13 000 travailleuses. 13 000 travailleuses, 13 000 travailleurs, 400 centres. Vous faites bien de me reprendre là-dessus. Non, pas de souci. Donc, 3 nouvelles journées de grève cette semaine à partir d'aujourd'hui, demain et mercredi. Il y a des parents qui estiment que le gouvernement Legault devrait intervenir pour mettre fin à ce conflit-là, que le gouvernement laisse traîner les négociations et les moyens de pression, qui en ont assez. Oui, effectivement. Des parents, donc, qui commencent à trouver ça long, commencent, Mathieu, à trouver ça difficile, qu'il y a autant de journées de grève et que le conflit ne semble pas vouloir se régler, même s'ils appuient les revendications des éducatrices en CPE. C'est le cas de Jane Sylvain Chamberlain, dont l'enfant fréquente un CPE qui est touché par le débrayage, qui trouve que les nombreuses journées de grève, ça commence à peser lourd sur sa famille, à peser lourd également sur ses finances personnelles. On l'écoute. C'est un peu fâchant parce que moi, en ce moment, je suis forcé à mes frais de garder mon garçon à la maison ou ma conjointe. On doit perdre des journées de travail pour s'occuper de notre enfant à la maison. Et ça fait que c'est rendu que pour nous autres, perdre une journée de travail, on voit plus vraiment un argent d'économie. On peut juste dire, c'est l'épicerie qui va prendre le coup, ou c'est un paiement ici, ou il faudra emprunter de quelqu'un. Ça commence à être difficile, là. Et M. Chamberlain me disait que sa conjointe et lui, Mathieu, ont perdu jusqu'à 400 $ lors des 3 dernières journées de grève. J'ai parlé à un autre père, Michael Brodeur, qui lui aussi commence à trouver ça difficile. Il me disait même qu'il était découragé. C'est pas facile. On a un peu d'aide d'une gardienne, en fait, qu'on doit débourser. Il y a juste comme pas de fin, puis c'est les parents qui copent. Tout le monde a de la difficulté. Il y en a qui ont de la chance d'avoir des grands-parents qui sont pas trop loin, qui s'occupent de leurs enfants. C'est tout le monde, en fait, où ils prennent leur banque de congé, puis après ça, ils ont moins de vacances à passer avec leurs enfants plus tard l'été. Et c'est un conflit qui touche les parents, Mathieu, de 50 000 enfants partout, dans toutes les régions du Québec. Des parents qui souhaitent que le gouvernement il négocie davantage, en tout cas, trouve une façon de mettre fin au conflit? Oui, effectivement, qui demande au gouvernement Legault de tout mettre en œuvre, Mathieu, pour régler le conflit, et ça, le plus rapidement possible, pour bonifier l'offre salariale qui est sur la table, afin qu'il y ait une entente. Jane Sylvain Chamberlain, qu'on a entendu tantôt, a même écrit à sa députée, à la ministre Chantal Rouleau. C'est-tu possible de mettre les bouchées doubles pour régler la grève? Je comprends que ça ne se règle pas en claquant les doigts, mais en même temps, ça fait longtemps que la convention collective est échoue. Il commence à manquer d'excuses pour régler ça. D'ailleurs, il y a des négociations qui se sont poursuivies toute la fin de semaine. Oui. On peut penser que c'est pas réglé. On n'a pas eu de communication en ce sens-là. Non, effectivement. Donc, on a négocié toute la fin de semaine. Et actuellement, ça achoppe, Mathieu, sur les salaires des 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN. Le litige porte aussi sur le fardeau de la tâche, sur certaines primes pour celles qui travaillent en région et pour l'aide aussi, bonifier l'aide pour les enfants qui ont des besoins particuliers. On écoute Lucie Longchamp de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN. Je lui ai parlé hier. On comprend tout à fait que les parents puissent trouver ça difficile. Ce lundi, c'est la 11e journée de grève. Donc oui, ça commence à faire plusieurs. Donc on les remercie d'être toujours derrière les travailleuses. Mais tant qu'on n'en viendra pas à quelque chose de concret, quelque chose de périn, mais malheureusement, ça va se poursuivre. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Voilà pour cette édition dans la Une. Bien sûr qu'on va suivre les développements dans la campagne électorale aujourd'hui. Et puis, c'est aujourd'hui que la chanteuse américaine Katy Perry et 5 autres femmes, dont la conjointe ou la fiancée de Jeff Bezos, doivent décoller dans l'espace depuis le Texas à 9h30 ce matin. Ça va certainement retenir l'attention au courant de cette journée du lundi 14 avril. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radios-journaux un peu plus tard. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.